On va maintenant parler de gibier et de castor. La Sologne est un paradis pour les amoureux de la nature. La plus grande zone humide d'Europe est riche, vous allez le voir, de ses 3000 étangs et de ses vastes forêts. Un royaume dont les chasseurs et les pêcheurs se disent les gardiens et qui ressemble un peu au Canada. Regardez ce magnifique zoom tourné pour nous par David Salmon, Axel Charles-Messens et Valérie Belgrand-Barbier. L'automne était en retard cette année. Il a fallu attendre novembre pour voir les feuilles se piquer enfin de brun, de roux et d'orange. La Sologne est la plus vaste zone humide terrestre d'Europe. Nous allons l'explorer en canoë, sur ses rivières, ses étangs. Un air de Canada au centre de la France. La Sauldre nous guide doucement entre ces arbres. Ici, nous entrons dans la Sologne des étangs et des forêts de bouleaux. Des sons et des silhouettes étranges traversent les bois. Le rassemblement a sonné. Pour ces 6 amis, prêts à se mettre en place pour une chasse particulière. Chemise à carreaux, chapeau en feutre, ce sont des chasseurs à l'arc traditionnel. Vous mettez là, ça fait 1, 2, 3, et puis un 4e, que tu peux mettre au bout de la plaine. Jean-Charles Valadon n'est pas un archer comme les autres. Il est médaillé olympique de tir à l'arc. Il s'entraîne en ce moment pour la sélection des JO 2024. La semaine à Paris, mais dès le vendredi soir. 18h30, hop, je fais les 1 heure de bouchon et j'arrive dans la région de la Sologne. Un petit coin de paradis pour moi, qui est pas trop loin de Paris, qui permet de profiter pleinement d'un week-end. Et puis voilà quoi, la nature au milieu des bois, et c'est ça qui me plaît. Chacun a choisi son poste. J'ai trouvé une belle coulée là, à gauche. Je vais me mettre dans le bois un petit peu. Un mode de chasse vieux de 30 000 ans. L'approche, la discrétion, l'esprit des derniers Amérindiens. C'est un sentiment, on est vraiment à la chasse, quoi. C'est pas du tir. On essaie de trouver le bon endroit, le bon moment, et de faire tout pour pas faire d'erreur, pour arriver au plus près de l'animal. Mais il faut savoir ne pas tirer. C'est important aussi. C'est surtout ça qui est important. Là, on est dans la vraie Sologne sauvage. Ici, on n'est pas dans de l'artificiel. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Sanglier, cochon, c'est bien à nous. C'est bien. C'est beau mon petit chien. C'est très bien. Ça c'est beau. La scène était magnifique, donc c'est parfait. Passer un bon moment. J'ai trouvé l'accompagnement, j'ai trouvé des cèpes. Chaque arc est unique, fait sur mesure par Virgile. Il les dessine, les assemble, choisit les bois à la manière d'un luthier. C'est un dessin d'enfant en fait, comme quand on était môme et qu'on dessinait un arc. Ça, c'est la définition de l'arc traditionnel. Ça, c'est une essence qui s'appelle du laurier de Californie, qui pousse uniquement en Californie, en Oregon, et avec ça, ils font des poteaux télégraphiques. Et j'aime beaucoup ce bois-là parce que je le trouve absolument sublime. Ils sont signés et même personnalisés. Comme ici, avec cette plume de bécasse. Nous quittons ces robins des bois et continuons la descente. Le courant s'écoule doucement. La rivière court sur une faible pente, alors quand l'eau monte, des marais et des îles se forment entre les méandres. Nous y croisons Philippe, avec une drôle de cargaison. Qu'est-ce que vous faites?
Eh ben, on amène des brochets reproducteurs dans notre fosse de reproduction. On s'est aperçu depuis quelques années que rien ne valait la reproduction en milieu naturel. Là, vous avez ici une fosse de reproduction qu'on a aménagée avec un fossé qui va directement à la rivière. Depuis quelques années, ce coup de pouce à la nature fonctionne. Aujourd'hui, 3 mâles et une femelle vont être relâchés ici, à l'abri, sans courant. Et au printemps, la nature fera le reste. En avril, quand la rivière va monter, elle va monter jusqu'à la fosse là-bas et va ramener les petits en décrue, va ramener naturellement tous les petits dans la Saudre, dans la rivière, sans aucune action humaine. Le brochet est un prédateur indispensable à l'équilibre de ce milieu. En premier, Philippe remet un mâle à l'eau. Vous voulez mettre la femelle à l'eau? Je peux? Oui, pas de problème. Avec plaisir. Je viens prendre deux mains, délicatement. Comme ça. Elle est belle, elle est plus grosse. Ouais. Vraiment une belle femelle. Je vais la remettre ici. Ah, elle a envie d'y aller. Après, ils vont aller vivre leur vie, soit remonter le courant, soit descendre le courant. Eh ben moi aussi, je vais redescendre le courant. Eh ben écoutez, Je vais continuer. Merci beaucoup. Sous les yeux des écureuils et des ragondins, nous approchons des étangs. 3000. Et sur celui-ci, nous croisons Rémi, un homme grenouille, assis sur son flotte-tube, une paire de palmes aux pieds. On est bien ici, en pleine Sologne, au cœur de tous les plans. La sensation d'être entre le ciel et l'eau, une manière de pêcher qui plaît beaucoup à la nouvelle génération. On a toujours cette tradition quand même de la pêche ici, hein. Mais effectivement, je rencontre beaucoup de jeunes, ils veulent se mettre à la pêche mais ne savent pas comment faire. Donc nous, on essaye de répondre à cette demande-là. Poisson, ouais. La préservation est une règle. Il est là du coup. Ouais, donc un petit poisson qui fait plaisir quand même, hein. Les pêcheurs doivent remettre à l'eau leurs poissons. Volontairement. Hop là, il est nerveux, hein. Ou pas. Tu l'as eu? Une partie de l'étang du Mouet est laissée en réserve, interdite aux pêcheurs, aux promeneurs, pour préserver les roselières qui sont de véritables nurseries. Pour les alevins, les amphibiens, et aussi un abri pour les oiseaux. La Sologne abrite d'immenses zones protégées Natura 2000, comme celle-ci. Faune ou flore, ce sont des milliers d'espèces dites d'intérêt européen qu'il faut préserver. Et la majorité se trouve en zone humide. Cet étang a été vidé il y a quelques mois, et la végétation a déjà repris. Il faut imaginer qu'ici, c'était Roland-Garros une fois que c'était vidangé. Roland-Garros, pas de végétation, rien. C'était lunaire. La vase du fond a séché. Une impression de marcher sur des pavés. Les joncs ont poussé, mais le danger, c'est la forêt, qui gagne du terrain et grignote ces espaces ouverts. Vous avez déjà des petits saules de l'année, ça a poussé, c'était pas là avant. Tout ça, c'est des petits saules de zone humide qui s'installent et qui potentiellement vont coloniser l'étang si la remise en eau n'a pas lieu. J'ai connu cet étang avec des sarcelles régulièrement qui se posaient, qui nidifiaient. Avec l'envahissement progressif des saules marsaules, la sarcelle a déserté les lieux. Tout est lié. 30% des espèces d'oiseaux menacées dépendent de ces zones humides. Et la liste est longue, jusque sur les berges de cet étang. Bon bah là du coup on a vraiment un bon exemple de végétation potentiellement rare et menacée qu'on cherche à préserver. La plante qu'on voit ici, là, c'est une mousse qu'on appelle de la sphègne. Il y a plein d'espèces de sphènes différentes. Et cette mousse-là, elle a la capacité de retenir 10 fois son poids en eau. C'est assez impressionnant. Et en termes de zone humide, ça a une vraie fonctionnalité. Là, par exemple, si je la prends et que je l'écrase, vous allez être frappé à quel point ça ressemble à une éponge. C'est une éponge. Donc ça absorbe l'eau quand il y a beaucoup d'eau. Et ça la restitue quand il y en a un peu moins. Nous arrivons à la frontière sud de la Sologne. Mais la route semble bloquée. Le décor semble même inhospitalier.
Un mélange de marées, de lentilles d'eau stagnante, d'arbres tombés. Pourtant, la vie est partout. C'est pas forcément facilement pénétrable, mais on observe ces reproductions de poissons, d'amphibiens, des zones de pêche d'oiseaux comme le martin pêcheur, les hérons. Ici, le courant s'arrête de manière anormale. C'est l'œuvre d'un animal qui avait quasiment disparu de France. Avec Paul, agent de l'Office français de la biodiversité, nous cherchons sa trace. C'est un animal qui est assez lourd, hein. Ça fait 20 à 30 kilos adulte et c'est assez bas sur pattes. Et du coup, on voit vraiment le passage de l'animal. On peut retrouver les empreintes, mais souvent, il y a la queue qui passe un peu en mode rouleau compresseur derrière. On voit hein, les traces de dents. Donc ça, c'est de l'écorce qui a été coupée finalement par le castor. Le castor d'Europe est de retour. Trappé pour sa fourrure, il ne restait que quelques individus au début du siècle. Tout autour, cette même couleur orange, d'arbustes fraîchement attaqués, avec les dents. C'est un peu comme un travail de bûcheron, hein. Finalement, le castor va faire le tour de l'arbre, va écorcer, il va commencer à couper. Et finir par tomber. C'est assez impressionnant de voir des gros diamètres comme ça. En faisant ça, cet ingénieur des écosystèmes rapporte la lumière sur plus de 500 mètres de rivière. C'est toute la faune et la flore de la zone qui en bénéficient. Le bois coupé, l'eau qui monte brusquement, le barrage des castors se trouve ici dans les roseaux. C'est la première chose qu'il construit quand il s'installe. Donc il va souvent y avoir des barrages pour permettre ce niveau d'eau satisfaisant pour immerger l'entrée du terrier. Et la deuxième raison, ça va être vraiment de faire monter le niveau d'eau pour que le castor atteigne d'autres zones à la nage pour s'alimenter. Ils sont bien là, car à quelques mètres en amont, un énorme amas de terre et de branches nous barre la route. Là, c'est l'indice par excellence, c'est le terrier hutte. C'est vraiment là où on retrouve le castor. Elle est énorme. Ouais, une très très grosse hutte. Là, on la voit bien, on ne peut pas la manquer. On sent le castoreum aussi, l'odeur qu'il sécrète, ouais, qui est un peu goudronnée. Donc là, il y a une famille. Donc là, il y a la famille, ils sont à l'intérieur, là en dessous, ils sont à 3 mètres de nous à peu près, ils sont un peu dans le sol là. Les 2 adultes, les 2 subadultes et les 2 jeunes de l'année, les castorins. Surtout en période de reproduction, ce qui peut être sympathique, quand on est à côté, on peut entendre les jeunes qui gémissent, donc ça fait un petit comme ça, un petit bruit. C'est un animal nocturne, alors Paul installe un piège photo pour la nuit. Et effectivement, on le voit sortir de sa hutte et consolider son toit. En France, on dénombre aujourd'hui presque 20 000 castors. C'est le moment de quitter ce sanctuaire doré. Il faut parfois savoir se laisser dériver.